Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, elle est inépuisable, Marie-Laure Viaud. Il y a 25 ans, cette chercheuse et enseignante spécialiste des pédagogies différentes tente de lancer un collège innovant. Elle a récidivé, cette fois avec succès. Elle publie un nouvel ouvrage. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire. Il y a 530 ans, une des méga stars des écoliers, Christophe Colomb, commençait sa deuxième expédition vers l'Amérique. Cécile va vous la raconter. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Et cette proposition de sortie bien de saison, c'est l'automne à la ferme. Bonjour, vos vaches cochons couvés. Et puis enfin, dans le cours particulier de Marie-Olivier, un challenge mondial face au changement climatique. C'est un challenge pour les jeunes. Il a été lancé par l'université anglaise d'Oxford. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Elle le rappelle en introduction de son livre, Marie-Laure Viaud. On connaît depuis longtemps les pratiques scolaires les plus efficaces. Déjà au XVIe siècle, Montaigne en avait établi les principes essentiels. Alors, pourquoi est-il si difficile de changer l'école et surtout comment faire? Elle répond à ces questions dans un ouvrage qui vient de sortir chez Nathan, justement sous le titre « Changer l'école ». Il y a un sous-titre « Une nouvelle école est possible, reconnectée à l'enfant et aux défis du monde ». Marie-Laure Viaud, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. On va avouer que ça fait longtemps. Le premier collège que vous aviez tenté de créer, ça s'appelait Déclic. Et voilà. Et ça n'avait pas pu fonctionner, mais c'était une grande expérience. Et le livre aussi est passionnant parce que, je le disais, vous êtes à la fois enseignante et chercheuse. Vous avez donc mis la main à la pâte 2 fois pour sortir du baratin. C'est pas moi qui le dis, c'est vous, c'est une citation, hein, ceci dit. Et donc la première fois, ça n'a pas marché. Mais la deuxième, ça marche et ça donne l'autre collège que vous avez créé à Paris. Et on va évidemment en parler. Mais je voudrais qu'on commence par le commencement, le diagnostic, l'école. Elle est, dites-vous, de moins en moins adaptée aux défis du monde. Oui, il y a vraiment un accord général sur le fait qu'aujourd'hui, l'école ne remplit pas les missions qui sont les siennes. Elle ne les remplit pas en termes de connaissances. Enfin, on voit, voilà, un tiers des collégiens ne maîtrisent pas les fondamentaux, etc. Ils ne savent pas parler anglais, ils ne savent pas lire un texte. Enfin, ça ne va pas. En termes de bien-être, on a 71% des collégiens qui disent qu'ils s'ennuient. Et puis surtout en termes de formation des citoyens. Enfin, je veux dire, pour le monde de demain, pour les enjeux qui sont immenses, hein, d'un monde très incertain qui est à venir, on a besoin de jeunes qui aient un sens critique, qui savent s'exprimer à l'oral, qui savent travailler en coopération, qui savent travailler en équipe, qui savent prendre des initiatives. Et tout ça, c'est des choses qu'on fait très très peu, enfin en tout cas pas suffisamment dans le système scolaire actuel. Si je reprends vos mots, sens critique, vous dites que le système dominant, alors parce qu'on va tout de suite préciser qu'il y a quand même, Dieu merci, et on en a témoignage régulièrement dans cette émission, des tas d'endroits où ça se passe pas comme ça, et où ça se passe bien, mais c'est vrai que de manière dominante, la forme scolaire, elle invite à la docilité. Oui, c'est vraiment la forme scolaire. Il y a des tas d'enseignants qui font des choses extraordinaires, qui aimeraient faire des choses extraordinaires et qui ne peuvent pas le faire parce que le système l'en empêche. Et oui, c'est la forme scolaire. C'est une forme scolaire mais qui n'a pas bougé depuis le XVIe siècle. Justement, vous disiez le XVIe siècle. C'est les jésuites. Je disais parce que je vous cite, mais c'est les jésuites, oui, c'est ça. C'est vraiment les jésuites qui inventent ça et qui disent, voilà, assis, pas bouger, le prof parle, on écrit, on est docile, etc. Enfin, il y a une forme de passivité. Ouais. Et c'est pour cette forme de passivité aussi que les Républicains, après la Commune de Paris en 1870, hop, ils voient ça, ils généralisent ça partout. Et on est dans ce système, et c'est pas du tout adapté ni au monde où on est, ni encore moins au monde vers lequel on va, quoi. Avec cette petite ironie où un certain nombre de syndicats très laïcards, très à gauche, défendent une forme scolaire inventée par les cathos au XVIe siècle, ce qui veut dire qu'ils sont très ouverts d'esprit finalement. Tout ça génère aussi, et là j'arrive à l'échelle de l'enfant, de l'adolescence, de l'ennui et de la souffrance psychologique. C'est-à-dire que c'est pas seulement une école qui ne remplit pas ses missions au regard des défis du monde dans lequel on vit, c'est aussi une école qui rend malheureux. Mais oui, complètement. Et alors, en CP, en CE1, en CE2, ça va. Ils apprennent à lire, à écrire, il y a du sens. À partir du CM1, et alors au collège, c'est complètement affreux. Ils ont vraiment l'impression que... Enfin, le système devient insupportable, en fait. Il y a, dans PISA... Alors PISA, je le rappelle, qui est cette grande enquête que l'OCDE mène de manière régulière sur les élèves de 15 ans dans plein de pays. Et c'est cette fameuse enquête qui dit qu'en gros... On est dans la moyenne, mais ce n'est pas brillant eu égard à la richesse de notre pays, à l'ancienneté du système éducatif, etc. Et puis, c'est une enquête très sérieuse méthodologiquement, sur des milliers et des milliers de jeunes, etc. Les collégiens, enfin, ils disent que dans 50% des cours de collège, c'est du chahut, et c'est tout, et qu'on n'arrive pas à entendre l'enseignant. Mais c'est incroyable que les collégiens disent ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... aujourd'hui, on peut avoir accès à toutes les connaissances en quelques clics. Et du coup, l'enseignant qui parle, ça devient insupportable pour les collégiens. Alors que ce qu'il faudrait, c'est apprendre à aller chercher des connaissances, à les
à les trier, parce que... À les évaluer, oui, est-ce qu'elles sont bonnes, pas bonnes, parce qu'il y a tout le problème des vérités alternatives, des fake news, etc. Et c'est énorme. Et c'est ça que l'école devrait faire. Et puis apprendre à parler, apprendre à s'exprimer. Vous le disiez, il y a des enseignants qui essayent de faire des choses et qui font d'ailleurs des choses dans leurs établissements, mais c'est très difficile. Il y a une injonction paradoxale de l'institution qui dit innover, mais alors surtout ne changez rien. Mais c'est vraiment ça. Il y a un discours de valorisation. Il y a le prix de l'innovation. Il y a au ministère de l'Éducation nationale, quand même. Les journées de l'innovation. Il y a le droit à l'expérimentation qui a été instauré, l'article 34 de la loi, etc., etc. Et en même temps, dès que quelqu'un fait quelque chose, dès que quelqu'un, hop, pas de côté, c'est très bien ce que vous faites, c'est extraordinaire, mais arrêtez tout de suite. Et ça, je l'ai vraiment vu, parce que voilà, depuis 25 ans, je travaille sur tous ceux qui innovent, qui font un pas de côté, c'est mon domaine de recherche. Et je vois des enseignants, des écoles, des expérimentations, des gens qui veulent faire quelque chose et vraiment qui se prennent des bâtons dans les roues. Ou qu'on arrête, ou qu'on mute d'office, ou auquel on arrête de donner des moyens, enfin des choses incroyables. Des effets de va-et-vient absolument terribles et très très déprimants, ce qui fait que, bon, la fois d'après, ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Changer l'école, c'est le titre du nouveau livre de Marie Lorviot chez Nathan. Je vous en recommande vivement la lecture et on retrouve Marie Lorviot juste après l'Anti-Sèche. Et l'Anti-Sèche, c'est avec vous, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Très bien, et vous? Anti-Sèche anniversaire, il y a 530 ans, Christophe Colomb partait pour une deuxième expédition vers l'Amérique. C'est pas la plus connue, et pourtant elle mériterait. Tout à fait, et c'est pas la dernière. Si la première en 492 avait permis de découvrir ces nouveaux territoires, celle dont nous parlons aujourd'hui, qui est de 493, va servir à les conquérir. Mais revenons précisément 6 mois avant le départ, nous sommes en mars 493. 1493. J'ai dit quoi? 400. Ah oui, 1493, pardon. Je me permets, ou j'ai mal entendu peut-être. Permettez-moi. Christophe Colomb va rentrer de sa première expédition. C'est une véritable star en Espagne. Pourquoi en Espagne? Parce que, rappelons-le, c'est Isabelle de Castille qui a financé sa première expédition. Donc, le navigateur revient auréolé de gloire. Il a réussi l'exploit de rejoindre par l'ouest ce qu'il croit être les Indes, on le sait, ce que personne n'avait fait avant lui. Il prouve ainsi que la Terre est ronde. Il est nommé amiral de la mer Océane, gouverneur et vice-roi des Indes, autant dire l'égal des grands d'Espagne. C'est pas rien, il faut le dire. Il avait atteint quelle île déjà la première expédition? Alors il avait atteint San Salvador, il va découvrir Cuba, il va aussi découvrir Haïti, que lui qui va nommer Hispaniola, et sur Hispaniola il va découvrir de l'or. Et ça lui donne envie de refaire le voyage. On a envie d'y retourner, c'est sûr. Donc le 25 septembre 1493, il repart donc, direction les Indes, l'Amérique. Alors non pas avec les 3 caravelles qu'on connaît. Nina Pinta Santa Maria. Bravo. J'ai révisé avec un enfant il y a quelques années. Donc là, il va partir avec 17 navires et 1500 hommes. Et parmi ces 1500 hommes, évidemment des marins, mais pas que des marins. Eh bien non. Il va y avoir des paysans, des artisans, des notables, des médecins, des cartographes, des religieux, ainsi que aussi des Indiens ramenés du premier voyage pour servir d'interprètes. Parce que cette fois, Christophe Colomb, sa mission, ce n'est pas que de trouver des métaux précieux et de l'or, mais il a d'autres missions. Il a été mandaté par les souverains catholiques pour évangéliser les Indiens, établir des relations commerciales, implanter des fondations. Alors c'est pour ça que dans les cales des navires, on va trouver des armes, des chevaux, des semences, des ceps de vigne, des outils agricoles, etc. pour mener à bien cette mission. Cette deuxième expédition dure 3 ans. 3 ans, durant lesquels il va fonder la ville d'Isabela. Il va découvrir des nouvelles îles, notamment la Guadeloupe, ou encore l'ancien nom de Porto Rico, qui est donc l'île de Boriken. Et il va également explorer la Jamaïque, Cuba et Haïti. Et si vous avez vu le film Christophe Colomb de Ridley Scott, vous le savez, il ne va pas sortir grandi de cette deuxième expédition. C'est un massacre, c'est 3 années d'horreur en fait, que vont vivre les autochtones, parce que Christophe Colomb pense qu'il faut gouverner les Indiens par la force, donc travail forcé, esclavage, etc. et châtiment. Résultat, des années après sa mort, il va être accusé de génocide, et même très récemment, sa statue à Baltimore a été déboulonnée, on était en 2020 quand même, et tout est un échec en fait. L'évangélisation? Ça marche pas, parce que le frère Boll qui devait s'en occuper, ça marche pas. Et puis il revient avant Christophe Colomb et il va lui casser du sucre sur le dos. Désolé, voilà. Quand alors il s'épuise, c'est une catastrophe. Et donc ce n'est pas du tout auréolé de gloire cette fois qu'il revient sur le vieux continent en 1496. Bravo. Oui, il va loin de là. Il revient même pour se défendre des calomnies proférées par d'anciens compagnons de voyage qui sont rentrés plus tôt. Vous l'avez dit au début de la chronique, deuxième voyage, c'est pas le dernier non plus. Non, il va en avoir un autre en 498, dont il revient en 1500, enchaîné.
parce qu'il y avait un émissaire du roi en arrivant à Saint-Domingue qui avait découvert 7 Espagnols pendus à des potences. Il s'en sortira avec une amende. Il va repartir en 1502 pour un voyage de 2 ans. Il meurt en 1506 sans savoir qu'il avait découvert un nouveau monde. Et oui, mais en réalité, c'est pas le premier à avoir touché le sol américain. Non, ça remonte un peu. On l'apprend plus tard. Mais oui, une tribu viking venue d'Islande à la fin du 9e siècle est arrivée sur ce qui est l'actuel Canada parce qu'ils cherchaient des pois, des pots et des huiles en tout genre en fait. Merci beaucoup Cécile, Christophe Colomb. Il va peut-être refaire l'actualité, d'ailleurs certains doutent de ses origines. On dit qu'il est génois, mais en fait... On ne sait pas très bien, il y a des chercheurs qui sont en train de chercher ça. Donc aux États-Unis, au Mexique, plusieurs équipes de chercheurs. Et il pourrait être corse, espagnol, croate, portugais, on ne sait pas. Donc on va peut-être faire venir. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Et pour en savoir plus, le film de Ridley Scott, évidemment, mais aussi Civilisation, le roman de Laurent Binet, paru de mémoire il y a 2 ans. Je crois que c'est aux éditions Grasset, qui se demande ce qui se serait passé si les choses avaient tourné différemment. Justement au XVe siècle. On se retrouve tout à l'heure pour la récré ? Avec plaisir. Marie Lorvieux au Grand Oral. Comment amener l'école à changer de modèle pour répondre à l'urgence climatique et environnementale ? C'est une des questions sous-jacentes que pose Marie Lorvieux dans son nouveau livre « Changer l'école ». Il vient de sortir chez Nathan. Marie Lorvieux, l'efficacité de certaines pédagogies. Alors, certaines pédagogies, on est toujours embêté à dire innovantes parce qu'en fait, certaines existent depuis 3 siècles, beaucoup depuis 1 siècle en fait, quasiment pile, parce que c'est tout le mouvement de l'éducation nouvelle, les années 20. On va dire différentes, ça convient comme terme ? Non dominante ? Ça va. Je ne sais pas comment on peut dire. Bref, l'efficacité de ces pédagogies-là, la recherche, elle la mesure de longue date. Oui, ça fait presque 20 ans en fait qu'il y a beaucoup de recherches au niveau international. Voilà. Et toutes montrent effectivement des recherches très sérieuses. Hein. On fait des suivis de cohortes. On prend par exemple une école à Lille, dans le nord de la France, où tous les enfants ont été suivis du CP au CM2 avec des évaluations tous les mois, tous les trimestres. 2 écoles témoins, on compare, on mesure tout, la violence en français, en maths, en sciences, etc. On voit que ça marche aussi bien du point de vue des apprentissages scolaires, voire mieux, et que du point de vue de l'ambiance, le bien-être. Enfin, les enfants ont envie d'aller à l'école, ils sont contents d'y aller. Et la violence diminue de façon incroyable. C'est pas mal ça quand même comme résultat. Ils sont contents le jour de la rentrée souvent, quasiment tous, mais ça se dégrade parfois par la suite. Quand même, ces pédagogies différentes, à l'école primaire, elles sont assez présentes. Montessori, Freinet, etc. En tout cas, il y a des traces en primaire. Je pense que c'est au collège que ça se gâte beaucoup. Oui, en primaire, il y a... Bon, ça représente 0,5% peut-être, hein, ça reste très peu. En France, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. Et puis en primaire, il n'y a rien, quasiment. Au collège, il n'y a rien, je veux dire. Rien, ou quasiment rien. Il y a quelques dizaines d'établissements. Ouais, c'est ça. Vous dites que et quelques dizaines, et depuis 20 ans. Oui. Enfin, voilà. Dans toute la France. C'est lié à quoi ça vous mettez en avant l'attachement français à l'égalité et le centralisme, en disant que c'est quand même les 2 nœuds qui font qu'on a du mal à laisser un petit peu respirer les équipes. Mais oui, cette idée de centralisation, cette idée qu'on a en France que l'État décide de tout et que du coup les initiatives des citoyens, non, ça c'est pas bien du tout, c'est des choses qu'il faut pas. Et puis on a cette idée de l'égalité que il faudrait que tout le monde ait exactement la même chose. Donc il n'y a pas de place pour la diversité éducative. Et finalement, c'est problématique par rapport à... Si on pense pas que chacun a des besoins différents, du coup, on crée de l'inégalité au lieu alors que l'idée, ce serait l'inverse. Sur le bien-être à l'école, les enfants heureux d'y aller, c'est devenu de plus en plus important parce que peut-être qu'une des choses qui a changé, me disiez-vous, c'est la place c'est pas la place, mais c'est l'implication des parents et la demande des parents vers l'école. C'est-à-dire que le côté on doit souffrir à l'école, finalement maintenant, pourquoi on souffrirait ? Parce qu'eux, les recherches, ils voient les résultats. Ils lisent les journaux, les parents aussi. Les résultats sur les écoles alternatives, ils sont pas tellement dans la presse. Mais par contre, ce qu'il y a... Non, mais la recherche dont vous parliez sur les pédagogies innovantes, l'idée que l'éducation positive, tout ça fonctionne plutôt bien, c'est quand même pas mal diffusé. Oui, mais vraiment, il y a quelque chose qui a changé du côté des parents. Et un tout petit peu du côté des enseignants du primaire. On voit les choses qui bougent. Ils ont envie de faire autre chose. Par contre, là où ça bloque, c'est du côté des décideurs. Enfin, la hiérarchie intermédiaire de l'éducation nationale, elle n'est pas du tout fermée à ça. Donc là, on parle des inspecteurs, en gros. Oui, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques au primaire. Les conseillers pédagogiques, les recteurs, les chefs d'établissement. Tout cela, ça a été d'anciens bons élèves. Et du coup, quand on a été très bon élève, on ne remet pas en cause un système parce qu'il vous a permis de réussir. Et puis, ils ne sont pas formés à ça. D'abord, ils ne connaissent pas. Dans leur formation, il n'est jamais question des pédagogies nouvelles. Et
Et puis, ils sont formés à assurer la stabilité du système. Donc, ils répètent innovation parce qu'on leur dit qu'il faut dire innovation, mais dans les Ils répètent inclusion, ils répètent bienveillance, ils répètent confiance, parce qu'on leur dit de le faire. Et puis, à l'arrivée, il n'y a pas beaucoup de confiance et de bienveillance. Il y a aussi cette idée que l'épanouissement des jeunes et les apprentissages des élèves sont deux objectifs incompatibles. C'est très français, ça. Ouais. Dans la majorité des pays du monde, c'est pas comme ça. On pense que l'épanouissement de toute la personnalité, enfin dans les pays anglo-saxons, dans les pays du Nord, etc., aux États-Unis. En France, c'est un peu comme s'il y avait deux vases, en fait. Dans les représentations françaises, quand il y a plus d'apprentissage académique, on ne peut pas avoir l'un et l'autre, quoi. C'est antinomique. L'épanouissement et les apprentissages. Les gens ne se représentent pas qu'on peut apprendre l'orthographe et être heureux à l'école. Alors que justement, les pédagogies nouvelles montrent que si, c'est possible. Eh bien, moi, je suis bien d'accord avec vous. Vous auriez pris l'exemple des maths, je vous aurais pas cru. Avec l'orthographe, ça marche. Il y a un divorce à bas bruit aujourd'hui parce qu'il y a quand même de plus en plus de démissions d'enseignants. Il y a de moins en moins de candidats à l'enseignement. Il y a de plus en plus d'écoles hors contrat. En proportion, ça reste faible, en proportion du système. Mais la dynamique, elle est extrêmement puissante, en fait. Oui, il y a tout un ensemble d'indicateurs qui montrent que l'école va de plus en plus mal et que il faut faire quelque chose, en fait. Et ce qu'on a tendance, et la réponse qui est donnée aux difficultés aujourd'hui du système, c'est de dire « Ok, ça ne va pas, et on va faire plus de la même chose qui ne marche pas. Par exemple, à la rentrée, la ministre a dit « Ok, alors ils n'ont pas les fondamentaux, ils vont faire plus de maths, plus de français, ils vont y aller pendant les vacances. Mais non, mais ça ne marche pas de faire la même chose de quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut faire autrement. Et faire autrement, c'est ce que vous faites à l'autre collège, on va en parler juste après la récré. Je rappelle aussi, vous avez publié beaucoup de bouquins, mais en 2005 notamment, des collèges et des lycées différents qui avaient remporté le prix Le Monde de la recherche universitaire à l'époque. Près de 20 ans après, vous repassez à l'action. On arrête le baratin. Un nouveau collège qui a été créé où on peut changer l'école. On retrouve Marie Lorviau juste après la récré. Cécile Fournier. Rebonjour Cécile. Bonjour. Samedi dernier, l'été s'achevait pour laisser place à l'automne. L'occasion pour tout le monde de découvrir ou de redécouvrir une opération que vous aimez bien. L'école à la ferme. Ben oui. L'automne à la ferme. Oh, le lapsus. Oui. La honte. La honte. Alors, jusqu'au 30 novembre, effectivement, des producteurs accueillent petits et grands sur leur exploitation. Et alors, on fait qu'on va déguster des produits, la cueillette, les marchés, tout ça. C'est exactement ça. Génial. Vous y êtes. Alors, par exemple, à Coutiche, dans le Hauts-de-France, vous pourrez faire de la sculpture sur courge à la ferme d'Arnaud, à Gomigny, toujours dans les Hauts-de-France, vous pouvez vous initier pendant 3 heures à l'élevage des chèvres angora et au travail du mohair. On trouve aussi des spectacles de marionnettes à Ronc, à côté de Tourcoing. Et puis dans le sud, direction le Var, cette fois à Saint-Martin-des-Palières, la ferme des Jovans organise un grand festival de jeux de société avec des tours en calèche, des escape games, des initiatives comme celle-ci. Il y en a un peu partout en France au cours de ces prochaines semaines. Et il y en a donc pour tous les goûts. C'est une belle manière de rentrer aussi en douceur dans l'automne. Il y a un réseau qui a l'initiative de cet automne à la ferme. C'est Bienvenue à la ferme, c'est ça ? Exactement, c'est un réseau qui a été créé en 1988. Ça regroupe quelques 10 000 agriculteurs en France. Le réseau a pour vocation d'accompagner les agriculteurs dans leur activité, dans leur installation et la promotion de leurs produits. Et puis, il donne la possibilité aux curieux, comme vous et moi, d'aller visiter des fermes et même de séjourner. Voilà. Génial. Voilà. Donc on peut y aller pendant les cours. L'autre collège, il irait bien dans des trucs comme ça. Parce que vous allez nous le raconter, vous faites ça tout le temps, vous. Oui, c'est exactement. Pendant un an, on a passé par exemple une après-midi, enfin les élèves qui le souhaitent, parce qu'il y a des choix l'après-midi, une demi-journée dans une ferme, et puis ils soignaient les poules. Et c'était un vrai travail, effectivement. Ils étaient responsables de tous ces aspects-là. Et c'est très formateur. Une manière d'apprendre, incroyable, oui. Ouais, incroyable. Allez, plus d'informations sur l'automne à la ferme sur le site internet bienvenue à laferme.com. Il s'affiche sur votre écran. Voilà, bienvenue avec des petits tirets. Merci beaucoup, Cécile. L'autre collège, Grand Oral, Marie Lorviau. Marie Lorviau qui ne se décourage jamais. Il y a 20 ans, elle devait renoncer à un projet de collège innovant, pourtant soutenu par l'Éducation nationale. C'est ça qui est quand même complètement dingue. Elle vient de participer à la création d'un nouveau collège. Cette fois, il existe, mais il est né dans le privé. La fonctionnaire en vous a dû avoir les tripes un peu... Ah, c'était très difficile. C'est ça, hein. Et je crois vraiment que j'ai attendu parce que voilà, j'ai voulu créer des collèges différents dans l'éducation nationale et des lycées. J'ai accompagné des projets comme chercheuse. Et puis le jour de mes 50 ans, en fait, je me suis dit, mais enfin, je veux faire ça et puis il faut le faire, quoi. C'est aussi le jour où votre fils rentre au collège, c'est ça ? Alors, à peu de choses près. À peu près à ce moment-là, effectivement, j'ai ma fille qui était rentrée au collège après une scolarité dans une école publique, mais freinait, et qui était très malheureuse et qui me disait, mais toi, tu sais faire ça, écrire quelque chose. Maman, enfin.
Mince. Donc je me suis dit, ok, on va y aller. On va tester la faisabilité d'un autre modèle. On va essayer d'inventer autre chose. Et vous le faites à Paris. Voilà. Ça s'appelle l'autre collège. Voilà. On peut résumer les principes? Alors, l'idée, c'est de réimaginer le collège et d'accompagner ça avec les outils de la recherche en éducation. Donc, c'est un tout petit collège, concrètement, avec une classe multi-âge de la 6e à la 3e. Le premier principe, c'est qu'on apprend à travers des projets. C'est-à-dire que les apprentissages académiques, maths, français, c'est 1 heure, 1 heure et demie par jour maximum. Le reste, par exemple, ils vont faire de la radio. Ils ont fait, depuis 3 ans, ils font un projet je peux en témoigner, quand on fait de la radio ou de la télé, on écrit. Si vous regardez ça, c'est du français. Hein, c'est pareil, montrez au texte. Moi aussi. C'est exactement... non, mais c'est pour le dire. Ça, voilà, on travaille la langue, on travaille l'oralité. Voilà, ils ont fait des émissions de radio, ils ont fait leurs reportages, ils les ont écrits, se sont entraînés à les dire. Forcément. Et ils ont appris énormément de choses. Qu'est-ce qu'il y a comme autre projet alors? Alors, un projet de film, ils ont fait plusieurs petits films, notamment un film sur une rescapée du Veldiv, où ils ont énormément appris en histoire, mais en cinéma, sur les images, le choix des images, etc. Des projets de théâtre. Là, on fait un projet il y a la rue Manouchian, du groupe Manouchian, l'Affiche Rouge, qui est près de chez nous. Et donc, on avait été visiter cette rue, on est rentré en contact avec une association. Bref, il y a tout un... Voilà, cette année, ça va être un La mémoire, la guerre, la résistance, peut-être le génocide arménien, tous ces sujets-là. Et la ville... pour école, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... Alors, je crois qu'il y a quand même un endroit où vous pouvez réunir tous les élèves, oui. Alors, qui est un local associatif, c'est ça? Oui, alors effectivement, on est un projet hors les murs, vraiment, parce que, pour une raison déjà pratique, c'est qu'à Paris, si on veut louer des locaux pour faire un établissement, c'est extrêmement cher. Et du coup, si on veut avoir une mixité sociale, si on veut être ouvert à tous, il faut être hors les murs. Donc le matin, on est dans un centre social, et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on voit il y a des distributions, enfin il y a la vie autour. Et puis l'après-midi, mais Paris, c'est notre terrain de jeu. On va dans les musées, on va dans les bibliothèques. Et là, c'est intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'au début, on a fait ça pour des raisons économiques, mais en fait, pédagogiquement, c'est vraiment très intéressant. Tous les collégiens à Paris devraient aller au musée 1 fois par semaine, enfin au minimum. C'est tout ce qu'on peut apprendre. L'offre est extraordinaire, il y a des spectacles partout. Il y a en plus, la plupart des structures culturelles à Paris ont des offres aujourd'hui éducatives qui sont extrêmement robustes. Ça existe depuis longtemps, la ville pour école. Alors, les forest schools font ça pas mal. Ça, c'est dans les pays scandinaves. Oui. Mais sinon, j'avais retrouvé des traces, notamment fin des années 60. Oui, à New York, notamment. À New York. Ça avait en France aussi, je me souviens du côté de Martigues aussi, où ils avaient essayé de faire ça, un collège innovant. Mais c'est pareil, enfin, ça reste... des structures de 20, 30 élèves qui ont beaucoup de mal à se... Et puis il y en a une, il y en a deux, il y en a eu une à New York, il y en a eu une à Paris. Mais bon, il y a 12 millions d'élèves. Oui, c'est ça. Vous citez un grand pédagogue russe, Makarenko, qui parlait du style et du ton de l'enseignement. Et vous dites, ce qui m'a étonné sous votre plume, que c'est une des choses à la fois les plus importantes et les plus difficiles à obtenir. Quand je dis que ça m'a surpris, c'est que vous connaissez tous ces sujets-là par cœur. C'est quoi alors le style et le ton? Le style et le ton, c'est la façon dont on prend certaines habitudes dans une école, en fait. D'accord. Et c'est vrai que dans une école, notamment privée, puisqu'on n'a pas eu le choix que d'ouvrir sous ce statut-là, au début, on a des élèves extrêmement difficiles, parce que, voilà, on n'a pas le choix. Et c'est très intéressant de travailler avec ces élèves. Mais au début, ils ont un rapport aux adultes qui est de défiance, etc. Et pour que s'instaure autre chose, de la confiance, c'est quelque chose qui vient peu à peu. Et puis les nouveaux, ensuite, ils se font à ce pli-là. Et maintenant, c'est la 5e année et ça va tout ça, là. Ouais. Voilà. Et ils disent ça, et c'est très vrai. Et Makarenko, il est très peu connu en France, il est très peu lu, on ne trouve plus. Ouais. Et Poèmes pédagogiques, c'est vraiment un livre de chevet, quoi. Marie Lorviot, merci beaucoup. Moi, je vous suggère un autre livre de chevet si vous pensez que tout n'est pas pourri au royaume du Danemark et que tout ne va pas si mal forcément à l'école, mais que franchement, on pourrait faire beaucoup mieux si on libérait un peu l'imagination et les énergies, changer l'école. Une nouvelle école est possible, reconnecter à l'enfant et au défi du monde. Vous restez avec nous, on va voyager un petit peu parce que là, il y a le cours particulier de Marie-Olivier. Et Marie, elle nous raconte à chaque fois des pédagogies innovantes ou des dispositifs innovants. Sur ce, je remercie Cécile. Avec plaisir. Et nous accueillons Marie, cours particulier. Cours particulier, c'est avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et aujourd'hui, on discute d'un challenge mondial pour les jeunes face au changement climatique. Il a été lancé par l'université d'Oxford. Oui, ce défi a été lancé par Bourjil, donc c'est une entreprise privée. Oxford, effectivement, l'école de commerce d'Oxford, la Saïd. C'est la Saïd, c'est ça. Exactement. Et Digital Camp, qui est une organisation qui encourage les jeunes filles à progresser dans le domaine des sciences et du numérique. Les STEM, la science, technologie. Les STEM, exactement. Ingénierie et mathématiques. Tout à fait.
Et la vision de ces acteurs, c'est de protéger la vie sur Terre en impliquant à la fois les enseignants d'aujourd'hui et les leaders de demain, les jeunes. Un concours pour les jeunes, vous dites, mais de quel âge? Il faut être étudiant à Oxford ou ça peut être avant? Alors non, c'est avant, c'est plutôt les lycéens. Il faut avoir de 15 à 18 ans et on peut venir de partout dans le monde. Et il y a aussi une catégorie pour les enseignants ou pour les professeurs où ils peuvent eux aussi participer pour montrer ce qu'ils font dans le cadre de leur cours. Et ils ont évidemment la COP28 dans le viseur. On a toujours une COP dans le viseur. Et oui, on a toujours une COP dans le viseur et la prochaine arrive bientôt. La COP28, c'est à Dubaï en fin novembre, début décembre, donc très bientôt. Et à cette occasion, les 5 finalistes du concours pour les jeunes et les 5 finalistes du concours pour les enseignants auront l'occasion de présenter leurs solutions. Et les gagnants? Et les gagnants, vous êtes bien curieux déjà, ouais. Les gagnants seront invités, donc les jeunes seront invités l'année prochaine à aller au Royaume-Uni, donc à Oxford, et à participer à un cours spécifique sur mesure sur le changement climatique, programme qui est en collaboration avec d'autres grandes universités mondiales. Et que vous soyez finaliste ou gagnant, dans tous les cas, vous aurez accès à un réseau en fait, d'entrepreneurs sociaux mondiaux et de gens qui travaillent dans l'impact social et environnemental. Bon, c'est bien, j'aime bien ça. J'aime pas que le gagnant écrase peu. J'aime pas quand il écrase tout, il y a du réseau, de la coopération, c'est quand même ça le monde qui vient. Ça donne envie, tout ça. On a à peine expliqué en quoi il consiste ce challenge. Donc ils doivent proposer des solutions pour lutter contre le changement climatique, aussi bien les enseignants que les étudiants, c'est ça? Exactement, ils proposent leurs idées, leurs réalisations concrètes pour agir contre la crise climatique. Donc en général, ces solutions, elles sont locales, appliquées au contexte dans lequel vivent et évoluent les étudiants ou les élèves, mais elles peuvent aussi répondre à des problèmes évidemment qui sont plus globaux, locaux, nationaux ou internationaux. Il faut présenter l'autre collège, ça lutte contre le changement climatique, ça fait des citoyens formidables. Ça me fait un peu penser à d'autres initiatives, comme une que vous nous avez présentée dernière, qui est Design for Change en Inde. Oui, en Inde, l'ONG de Kiran Birsetti, qui encourage, les enfants à mettre des solutions en œuvre au niveau local pour répondre à des problèmes globaux, donc par exemple le changement climatique ou la lutte contre la gestion des déchets, etc. Ouais. Et vous avez raison, en fait, cette méthode, elle est assez proche de ce que vont vivre ces étudiants, ces lycéens qui participent au concours, qui vont pouvoir développer leur capacité d'innovation, leur créativité et aussi la manière de résoudre des problèmes assez complexes. Et les enseignants, eux aussi, vont pouvoir montrer leurs cours pour sensibiliser les élèves. Donc ça doit vraiment s'inscrire, ces initiatives pédagogiques pour les enseignants, dans un programme de cours qu'ils présentent pour le concours. D'accord, changement climatique, c'est quand même énorme, très systémique. Je crois qu'il y a des catégories là quand même. Ils ont un peu ciblé le travail. 5 défis du changement climatique. Donc la pollution, les conditions météorologiques extrêmes, la privation d'eau, la pénurie d'eau, la sécurité alimentaire et les maladies qui sont transmises par les insectes. Donc vraiment, dans ces 5 catégories, qui sont quand même assez larges. Génial. Comment on peut s'inscrire si on est élève, par exemple? Alors, si vous êtes élève, vous devez faire des groupes de 3 à 5 personnes. On ne peut pas le faire tout seul. Là, il faudra présenter une petite vidéo pour expliquer l'initiative et aussi quelques diaporamas. Et si vous êtes enseignant, c'est un cours en entier qu'il faut montrer, un programme de cours pour montrer comment vous sensibilisez au quotidien vos élèves au changement climatique. C'est fait, tout ça est prêt. On candidate comment? En ligne, j'imagine? En ligne, sur le site dédié qui s'affiche à l'écran. Petite précision, c'est en anglais. Et vous avez jusqu'au 15 octobre minuit pour y participer. Ok, et les résultats? Savoir si on va à Dubaï, savoir si ensuite on va étudier à Oxford? Début novembre, les candidatures des étudiants et des enseignants seront examinées selon des critères vraiment précis qu'on peut trouver sur le site d'ailleurs, par un jury d'experts internationaux, donc des dirigeants d'ONG, d'entreprises et de think tanks. Et le 8 décembre, à l'occasion de la COP dont je vous parlais, il y aura une remise des prix aussi pour les finalistes. Génial. Et pour finir, une petite ressource? Une petite ressource, si vous voulez vous inspirer, avoir des idées pour participer à ce concours. Il y a une ONG qui est partenaire qui s'appelle Eden Project, qui donne un accès gratuit à un cours sur le changement climatique et qui donne aussi des ressources éducatives pour avoir quelques idées de comment aborder le climat en classe. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci beaucoup aussi de nous avoir rendu visite. Je ne vous ai pas posé la question parce que ça fait un peu... Bon, voilà. Vos élèves qui apprennent différemment là, en allant au cinéma et en faisant des trucs, le brevet, ça se passe comment? Eh bien, ça fait 3 ans en fait qu'on a des élèves qui se présentent au brevet. Oui, tous les élèves l'ont eu. Évidemment, moi, ça ne me surprend pas parce que je sais ce que c'est. Des mentions en plus, non? Voilà. La majorité, oui, avec des mentions. Et voilà. Donc, ça marche. Oui, avec possible. 1h30 de maths, de français par jour, on peut apprendre autrement. Et réconcilier l'épanouissement de l'enfant, avoir des enfants heureux d'aller à l'école et les résultats scolaires. Merci beaucoup.
Vous lisez Changer l'école, une nouvelle école est possible, reconnectée à l'enfant et aux défis du monde. Vous pouvez candidater aussi, tout ça va dans le même esprit avec le challenge dont Marie vient de vous parler. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, à la préparation de l'émission Marine Plantec, assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari, Thibaut Goury, Lafont pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.